Des clés de résilience. Des clés de résilience, des voies de renaissance. Altercop écoute attentivement les parcours de vie remarquables de citoyens qui ont décidé de prendre la responsabilité de leur action quotidienne en la teintant de l'énergie de la résilience. Accidents de vie, maladies, remise en question profonde. Ils nous invitent tous à rebondir en toutes circonstances. Nous vous partageons les témoignages d'hommes et de femmes éprouvés et engagés qui nous éclairent sur l'espoir toujours vibrant à saisir en ces temps de turbulence. Ils nous incitent à retrouver du souffle et à notre tour à mobiliser nos clés de résilience. Bonjour Nadalette. Bonjour Christine. Je suis ravie que tu aies accepté de nous rejoindre dans ce podcast puisque c'est au sujet de la résilience et je pense que tu fais partie des figures extraordinaires sur ce sujet parce que c'est pas rien d'avoir traversé ce que tu as traversé et dont tu vas nous parler. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous dire qui es-tu, Nadalette, s'il te plaît? C'est le genre de question qui tue, ça. Qui je suis? Je suis sur l'état civil une femme. Je suis née en 1955, j'ai 3 filles, j'ai eu une carrière assez brillante à l'international dans des grands groupes, dans différentes fonctions pendant près de 40 ans. Et aujourd'hui, bien, je ne vis plus à Paris, je vis à côté d'Arcachon, à la Teste de Buc. Je suis écrivaine, j'ai commis 3 livres et j'espère bien en faire un 4e très bientôt. Je suis conférencière et on a eu le bonheur de se rencontrer à Debout Citoyenne d'Éclore, juste avant le confinement. La dernière scène du Zénith, on était ensemble en 2020. Absolument, et merci pour ce rappel qui permet de savoir d'où on s'est connus et ce qui nous permet de faire un clin d'œil à Éclore et à Solène Thomas notamment. Merci pour ça. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire quel est ce chemin de vie singulier, remarquable que tu as eu, qui a quelque chose à voir avec la résilience? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, en fait, oui, il a tout à voir avec la résilience et la résilience, il faut bien prendre ça, non pas comme la résultante d'une épreuve, mais comme une attitude générale à travers la vie. Mon profond sentiment, c'est que je ne connais pas de gens qui aient eu une existence absolument lisse et limpide et qui n'aient pas eu des aspérités. Et je ne connais pas de gens qui n'aient pas eu, quelles que soient ces aspérités, des difficultés à les franchir, sans que ce soit mis en cause la nature ni la grandeur de cette aspérité, parce que le seul maître étalon de nos épreuves, si on parle de résilience, c'est nous et ce que nous voulons en faire. Moi, ma vie, elle a commencé, sans que je le sache, par une épreuve, puisque mon frère jumeau, dans des circonstances relativement mystérieuses, est mort à la naissance et que quand on m'a parlé de sa mort, que je devais avoir, je ne sais pas, quelque chose entre 4 et 8 ans, on m'a dit: «Oui, oui, tu avais un frère jumeau, il est mort parce que tu es là». Donc c'est vrai que ça remet un théâtre en place qui n'est pas forcément confortable pour l'enfant parce qu'il y a tout ce qui est le non-dit que tu perçois, même si tu ne le comprends pas encore intellectuellement et émotionnellement. Et puis derrière, il y a toute une série de messages subliminaux qu'on peut bien entendre avec nos oreilles d'adultes. C'est si lui, il est mort et que toi, tu es vivante, tu es quand même passé avant lui. Est-ce que tu l'as tué? Lui, on ne sait pas ce qu'il est devenu. On ne sait d'ailleurs toujours pas ce qu'il est devenu. Bah, grosso modo, tu avais quoi, ma fille? 50% de chances de finir à la poubelle, ça ne donne pas une image très glorieuse de la naissance. Et puis dans les autres domaines sur lesquels on peut élaborer, l'homme est mort, la femme est vivante. On me reprochera probablement une partie de ma vie d'être celle qui a résisté dans une famille qui était forcément patriarcale. Ils étaient moins heureux de voir survivre la fille qu'ils auraient été probablement heureux d'avoir un garçon. Bon, ça, c'est une donnée, tu as 7 ans, tu as 8 ans, et puis tu fais avec, et au fur et à mesure que tu évolues en conscience, tu te rends compte qu'en effet, ça impacte un certain nombre de choses. Il y a ce sentiment de manque que tu as en permanence, d'en vouloir toujours plus, de vouloir vivre pour deux, et à un moment, l'âge venant, tu l'interroges, et avec l'aide d'excellents thérapeutes, tu comprends un peu mieux le schmilblick, ce qui ne veut pas dire qu'il soit résolu pour autant.
Et puis l'âge venant, tu t'interroges aussi sur ta relation aux hommes, pourquoi tu te retrouves toujours, des absolument charmants au départ qu'il faut sauver. Heu et bon, peu à peu, tout ça, en effet, avec un peu de psychogénéalogie, de constellation familiale, de travail sur soi et cetera, c'est clair et tu t'aperçois qu'en effet, bon, bah, tout le monde part, dans la vie avec des bagages. Tu en as peut-être un peu les tiens te paraissent peut-être lourds, mais ceux que d'autres gens ont, ils sont lourds autant. J'allais dire qu'il n'y a pas peut-être pas d'enfance heureuse, c'est un postulat. Et qu'au fur et à mesure que la vie évolue, bon, bah, avec, ce que tu as dans ton bagage, bah, tu fais au mieux. Tu fais au mieux compte tenu d'un climat socio-économique, politique, culturel, religieux et familial qui te donne qui te donne un certain nombre de voies que tu prends ou pas, mais que tu les prennes ou que tu les prennes pas, de toute façon, ce climat, ce contexte t'impacte et te détermine d'une façon ou d'une autre. Et dans la vie de la femme que j'étais, c'est-à-dire dans la vie d'une femme qui avait pensé que pour être indépendante, pour être libre, ce qui était la chose la plus importante au monde, il fallait être riche, gagner bien sa vie dans les années, mettons 80-90. Il faut voir que, Christine, je pense que tu en témoigneras, la place de la femme dans le monde économique n'était pas donnée. C'est-à-dire qu'en fait, les rênes des entreprises étaient tenues par des hommes, qui avaient les rênes économiques, les rênes financières, les rênes du pouvoir, et cetera. Ils ouvraient la porte parce qu'ils avaient besoin d'une main-d'œuvre qualifiée et intelligente aux femmes, mais dans des rôles ou subalternes ou dans des rôles qui les servaient eux-mêmes. Et cette notion de service chez la femme est quelque chose qui est profondément ancré chez nous et qui était d'autant plus ancré chez moi que, je me chargeais, inconsciemment de tous les péchés du monde. Donc j'étais trop contente d'avoir des boss qui étaient ravis parce que je bossais 12 heures par jour, de faire 15 000 trucs qu'ils ne faisaient pas et dont ils tiraient tous les bénéfices et aussi de grimper dans cette structure sociale de l'entreprise et de gagner de mieux en mieux de ma vie parce que ça me permettait, eh bien, de dire, «merde» à un certain nombre de gens qui me considéraient comme la femme étant un sous-homme. Donc, Mmh. avoir de l'argent à l'époque m'a semblé être la meilleure façon, de prouver que j'étais égale, ce qui est une analyse un peu primaire, mais c'était la seule que je pouvais avoir à l'époque. Puis le temps a passé, j'ai découvert un certain nombre de choses, j'ai beaucoup travaillé, j'ai aussi beaucoup été formée par ces entreprises et grâce à ces entreprises, parce qu'elles n'ont pas que du mauvais, à un certain nombre de choses qui sont le coaching, qui sont l'analyse systémique, qui sont, la PNL, qui sont l'hypnose ericksonienne et cetera et du coup, mon univers s'est de plus en plus élargi et en s'élargissant, ma réflexion s'élargissant, la réussite sociale et financière m'a paru quand même, insuffisante. Le monde de l'entreprise m'a paru très coercitif et peu démocratique, et puis un peu lassant à un moment parce que, c'est amusant à 30 ans, voire à 40 ans. À 50 ans, tu te demandes quand même ce que tu fous et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'étais au service de tout le monde, de la terre entière, de mes patrons, de mes maris, de mes enfants, de mes amis, avec beaucoup de joie, parce que j'aime rendre service, j'aime connecter les gens, j'aime leur faire plaisir, j'aime les surprendre, j'aime, leur donner tout ce que je peux. Mais que dans l'histoire, il y avait une personne et une seule dont j'avais totalement oublié les désirs profonds, c'était moi. Mmh. Et dans ces désirs profonds, il en est probablement mais on y reviendra, qui est celui d'écrire, mais il y avait aussi des besoins profonds. Et c'est dans ces besoins profonds, il y avait prendre soin de mon corps. Et c'est vrai que vivant comme je vivais, c'est-à-dire à 300 à l'heure, le pied dans un avion, des bagages à la main, portant des dossiers, cavalant d'un endroit à un autre, faisant les courses tout en passant un coup de téléphone, enfin, la vie de toutes les femmes, hein. Ça a marché pendant un certain temps d'être multitâche et de vivre à 300 à l'heure, mais il y a eu un moment où une petite faiblesse congénitale que j'avais, qui avait été décelée à 16 ans, c'est-à-dire une scoliose qui est strictement rien,
est devenu un problème majeur parce que je n'avais absolument pas eu le temps, ni l'envie, ni la nécessité de le traiter. Et j'étais arrivée à une double scoliose de 73 degrés de double courbure. Et ça, tu vois, c'est grosso modo les petits vieilles que tu vois passer le dos à l'horizontale, qui peuvent plus tenir aubaner leur structure. Et moi, je ne pouvais plus tenir debout. Il n'était plus question de filer dans un avion. Quand je filais dans un avion, j'avais un corset, on aurait dit Jeanne d'Arc. J'étais dans un état dévasté. Et à la fin, 1 an avant mon opération, on va y venir, je ne pouvais même plus marcher. Toujours est-il que, de ce fait, bien qu'ayant passé quelques épreuves avant, je n'avais toujours pas compris qu'à un moment, mon corps ou mes besoins me disaient: «Stop, c'est pas que tu t'aimes pas, c'est pire que ça, c'est que tu ne te respectes pas». Parce que s'aimer, c'est encore difficile, c'est un deuxième sujet. Mais se respecter, c'est quand même la base syndicale de la vie. Et en fait, de fil en aiguille, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de se faire opérer, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle une arthrodèse, c'est-à-dire de mettre 2 tiges de métal le long de ma colonne, des vis, et de redresser la bête. La bête, elle a gagné quand même 6 centimètres à 60 ans, ce qui est quand même une belle crise de croissance. Et puis, le seul problème, c'est que quand on m'a réveillée, on m'a dit: «Madame, oui, ben, votre moelle épinière a été lésée et vous ne remarcherez jamais plus». Waouh! Et là, bah, ta vie, tu n'avais pas voulu comprendre avant, tu regrettes de ne pas avoir compris plus tôt. Parce que là, c'est un peu raide. Parce que du jour au lendemain, tu n'es plus mère, ce qui était quand même le bonheur, enfin, c'était ma mission de vie. Tu n'es plus femme, tu n'es plus, bien entendu, exec dans un grand groupe, tu n'es plus rien du tout. Tu n'as plus tellement d'amis parce que, bah, tu vis pendant 1 an dans un hôpital de banlieue, où personne n'a très envie d'aller parce que c'est glauque. Toi non, toi aussi, tu aimerais bien ne pas y être, mais sauf que c'est comme ça que tu as une chance de récupérer un peu de motricité et tu souffres le martyre et tout ce que tu avais fait comme plan, non pas sur la comète, mais sur l'avenir, c'est foutu. Donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'en effet, moi j'ai vu des gens dans cet hôpital qui avaient des choses même peut-être un peu moins graves que moi, mais qui abandonnaient l'affaire. Et alors on se dit pourquoi eux ont abandonné l'affaire et pourquoi toi tu t'es battue comme une chienne? Et mon présupposé, mais il peut y en avoir d'autres, c'est que j'avais été entraînée depuis mon premier jour, justement par le décès de ce frère, à la survie. Mmh. Il ne me restait que dans la survie. C'était bien le problème. J'étais jamais passée dans la vie. Mmh. J'étais dans la survie pour 2. Mais tu sais, enfin, toi, tu le sais, mais je pense que tout le monde en est un peu conscient, c'est que nos qualités sont nos plus grands défauts et ce qui nous sert à un moment nous dessert à d'autres. Donc cet entêtement et cette obstination dont j'ai pu faire preuve pendant 40 ans dans ma vie professionnelle et amicale et sociale, bah, c'est aussi ce qui m'a servi, quelque part pour dire: «Non mais attendez les mecs autour de mon lit là, tous ces chirurgiens, ils sont en train de dire que je marcherai jamais plus. OK, mais je ne les crois pas». Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais il y a en moi quelque chose qui dit que, ouais, ça va pas être totalement possible de faire, rock and roll tout de suite, mais heu, peut-être, je vais quand même un jour être debout. Mais visiblement, quand on regarde mon corps, moi je me rappelle une très bonne, amie à l'époque qui était venue me voir à Garches, qui me massait et qui s'étonnait parce que je n'avais aucune sensation de la tête aux pieds. C'est-à-dire, je ne savais même pas si on me torturait les jambes, si on me piquait les fesses, si on me levait, si on me couchait, enfin, je ne savais rien de tout ce qui était en dessous de la ceinture. Donc je suis quand même partie de très, 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 très loin. Il se Mmh. trouve que j'ai eu la chance parce que les choses ne sont pas linéaires dans la vie, peut-être de cette, enfance pas si heureuse, de cette adolescence tourmentée et cetera, d'avoir la capacité de me dire: «Non, moi je veux continuer à vivre, je vis pour 2, mais je vis aussi pour moi» et que de ce fait-là, bah, je me suis battue et j'ai jamais perdu en fait, la foi sur ma capacité de pouvoir retrouver quelque chose. Ça ne veut pas dire que j'ai toujours été dans un état de béatitude absolue
en train de dire: «Tout est formidable, je vais me relever, je vais redresser, je suis heureuse, l'hôpital est une expérience fabuleuse» et cetera. Je ne suis pas con à ce point-là, tu vois? Mais j'ai pleuré des mois entiers, je pleure encore souvent. J'ai des choses qui sont acceptées plus ou moins, j'en ai d'autres qui ne sont pas acceptées du tout et tout ça, ça fait partie de moi aujourd'hui. C'est-à-dire que la résilience, c'est pas un état de béatitude où on aurait fumé un peu de moquette et où on se dit: «Waouh, trop chouette, j'ai des cannes oranges qui vont bien avec mon pull». C'est pas du tout ça, hein. La résilience, c'est de peu à peu passer par toutes les phases du deuil. Merci Kubler-Ross, parce que toute épreuve est un deuil et la perte d'un certain nombre de possibilités, et peu à peu d'accepter de découvrir, de rentrer, de danser avec son chagrin, avec sa colère, avec son sentiment d'injustice, avec ceci, cela, en sachant qu'en effet, c'est jamais fini. C'est-à-dire, c'est une danse, quand on a passé une épreuve majeure ou plusieurs épreuves majeures, qu'on retrouve toujours. À un moment, il va y avoir quelque chose qui va vous interpeller. Heu, pour moi, par exemple, en ce moment, voir mes petits-enfants qui sont tout petits et que je ne peux pas prendre dans mes bras, ça m'interpelle, ça me met en colère, ça me donne du chagrin et il y a rien que je puisse y faire sauf m'y confronter. Donc voilà, tout cela, c'est parti d'une opération qui a plus ou moins réussi, disons plutôt moins que plus, et où j'ai été laissée, alitée pendant, 6 mois et puis peu à peu, on m'a mis sur des tables de verticalisation pour que je reprenne, que mon corps réapprenne la verticale, que le sang se remette, que le cerveau se remette et cetera, et c'est très difficile parce qu'on vomit beaucoup, on a des malaises et cetera, et de là, eh bien, j'étais entre des barres parallèles à pousser un pied, pousser l'autre, à vivre à l'hôpital, à remarcher un jour avec un déambulateur, puis des cannes, et encore aujourd'hui, il y a des choses que j'arrive à faire, c'est-à-dire j'arrive à vivre seule, mais je n'arrive pas à traverser la rue seule. Parce que si je n'ai pas un cadre auquel je peux me tenir, les cadres sont insuffisants pour assurer mon équilibre. Donc voilà, un petit peu une des épreuves qu'on peut, qu'on peut regarder, mais encore une fois, la résilience, elle est pas c'est pas le bénéfice absolu du paraplégique. C'est quelque chose qui s'apprend et qui s'apprend dans toutes les épreuves, quelles qu'elles soient, auxquelles on peut se confronter, c'est-à-dire à un deuil, à un abandon, à une injustice, à un chômage, à une maladie, à une perte de sens, à certaines qui sont épouvantables et qu'on reconnaît comme épouvantables et qui ont ce statut, et d'autres qui ne semblent pas grand-chose pour quelqu'un, mais qui ont un vrai impact sur la personne. Je pense par exemple à un cambriolage. Mmh. Je pense à des choses qui ne sont pas, on se dit: «Il y a pas mort d'homme». Ouais, OK, sauf qu'à un moment, un déménagement, un cambriolage, ça peut te faire disjoncter. Oui, parce que ce que tu mentionnes au travers de ces exemples-là et a fortiori du tien, c'est la notion de perte. Mmh, Il y a des choses qu'on avait acquises, sans forcément d'ailleurs y mettre toute sa conscience, qu'on se met à perdre. mmh. De l'autonomie, de l'indépendance, de la liberté plus largement. Terriblement, Mmh. terriblement, et d'autant plus qu'il y a des pertes qui sont inévitables. Et qu'on est obligé de digérer et d'accepter plus ou moins. Moi, la perte pour moi qui était une femme active et et féministe et individualiste dans un certain sens, la perte de l'indépendance, c'est quelque chose d'absolument, odieux, ça l'est encore. Maintenant, tu es aussi obligé d'accepter certaines pertes pour pouvoir faire d'autres choix, et surtout parce que si tu n'acceptes pas ces pertes, si tu ne laisses pas du vide, tu n'ouvriras pas à d'autres possibles, et qu'il y a quand même, à partir de ce truc absolument fabuleux dans la vie, c'est que la nature a horreur du vide, et qu'à travers le chaos, à travers tout ce qui se passe, quand tu laisses se créer un vide horrible au départ,
quelque part et pas de façon linéaire, à un moment ou à un autre, sans que ce soit une relation forcément de cause à effet, tu rencontres quelque chose d'autre auquel tu t'attendais pas. Alors en effet, pour moi, ça a été l'écriture. Mmh. Parce et c'est pas que je m'y attendais pas, c'est que c'était mon désir à 18 ans, mais que voyant, la situation, du monde et analysant mes besoins d'indépendance et d'indépendance financière, j'avais mis de côté l'écriture comme possibilité de gagne-pain parce qu'on le sait bien, c'est rarement là qu'on gagne très, très bien sa vie. À moins d'être prix Goncourt, ce que je ne désespère pas un jour d'être, mais pour l'instant, au stade où j'en suis, soyons réalistes, ce n'est pas mon revenu, principal. Et donc j'avais laissé de côté l'écriture, ce qui m'avait toujours frustrée. Je suis une lectrice passionnée, je me disais: «Ouais, ça doit être chouette d'écrire, ça doit être bien». Mais après, si tu veux, tu es nourrie d'une autre réalité. Tu te dis: «Mais de toute façon, moi je suis bonne à faire des plans marketing et des plans de com, je ne pourrais jamais écrire». Et puis Mmh. un jour, après cette opération, on m'a demandé de faire ce qu'on appelle un cahier de doléances, c'est-à-dire d'écrire tout ce que je pensais avoir perdu, ce qui est pas très agréable à faire, si tu veux, c'est un peu comme une confession, hein. Tu te dis, «Je suis plus ça, je suis plus ça» ou «Je suis ça, je suis ça». Très désagréable comme exercice et au bout de la confession, bah, y a-t-il eu la rédemption? Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'à un moment, j'ai arrêté d'écrire un cahier de doléances et j'ai commencé à écrire réellement un livre et ce livre, quand je me suis rendu compte que j'avais fini ce livre, donc on était en 2017, 1 an, enfin pratiquement 2 ans après mon opération. J'en ai parlé à quelques copains, qui sont dans les milieux ou littéraires ou thérapeutiques et ma thérapeute préférée m'a dit: «Ouais, c'est du bonheur pour un thérapeute» et mon copain, directeur de collection m'a dit: «Waouh, c'est vraiment un bouquin qui est bien». Donc en faisant un mix des 2, je l'ai balancé chez un libraire, vérifiant au départ que ma famille, serait d'accord parce que forcément, c'est comme c'était un bouquin sur ce que je venais de vivre, il y avait une partie assez intime et ils m'ont dit: «Oui», je pense qu'ils ne l'avaient pas lu parce que sinon ils ne l'auraient jamais accepté et et puis, c'est parti chez un éditeur qui a trouvé que Le Roseau penchant, Histoire d'une merveilleuse opération était un bon bouquin, qui l'a édité. Il est sorti en 2017 et pour moi, 3 ans jour pour jour après mon opération et pour moi, c'était exactement ce que j'illustre, c'était un truc que j'attendais pas. De même que je n'attendais pas, un an plus tard, en étant sur la scène de Mogador en train de faire un TEDx dans des conditions un peu complexes, que ce TEDx «Rien ne nous arrive par hasard» soit un tel succès. C'est-à-dire que j'aurais eu 2 000, 3 000 vues, j'aurais été contente, 5 000 j'étais ravie, 10 000 nirvana et là j'en suis à 2 700 000 vues. Waouh! Ouais, c'est quand même impressionnant, même moi je suis impressionnée. Et il est traduit en japonais, enfin sous-titré en japonais, anglais, espagnol et cetera. Ce qui veut dire que personne ne m'aurait dit en 2013: «Oui, oui, tu vas écrire des bouquins, tu vas être sur la scène de Mogador et tu feras un TEDx». Mais je ne savais même pas ce qu'était un TEDx à l'époque. Et puis la vie a continué comme ça. Elle a continué avec pour autant pas de façon, hem, c'est pas Barbie ou c'est la mauvaise version de Barbie. C'est pas Barbie, mais la vie depuis a été très dure. J'ai vécu d'autres épreuves extrêmement difficiles, il y a 2 ans. J'ai eu des moments de bonheur intense comme cette scène du Zénith où on a été ensemble. Il y a eu des choses positives dans ma vie qui est de m'installer à Arcachon et de vivre en bord de mer et de découvrir le Longe-Côte, on en pourra en reparler. Mais il y a eu aussi des trucs épouvantables et pour autant, heu, bah, j'ai la capacité aujourd'hui de savoir que ce truc est épouvantable, oui, mais peut-être que c'est l'arbre qui cache la forêt, peut-être qu'il y aura autre chose derrière. C'est pas complètement réconfortant quand tu es dans l'œil du typhon et que tu te prends une vague de tsunami dans la figure, parce qu'à ce moment-là, ton cerveau, il est soit en état de sidération, soit en état de choc et de douleur, donc ça ne lui fait aucun bien. Mais la réalité est que c'est ça, c'est que globalement, il arrive derrière des choses auxquelles qui n'auraient jamais eu lieu autrement.
Donc pour moi, c'est ça la résilience, c'est garder cette foi dans la vie Est-ce et que accepter de faire son deuil. est-ce que tu dirais que ça t'a fait changer de plan de conscience? Ah oui, très nettement, très nettement. Tu peux Heu, détailler? Détaillé, j'en sais rien, mais en toute façon, ça m'a fait j'étais en changement de plan de conscience. Bon, je travaillais depuis longtemps, sur moi, j'avais fait beaucoup de séminaires, j'ai travaillé beaucoup avec une femme qui s'appelle Catherine Henry-Plessier pendant des années et fait des après mon accident, j'ai fait un parcours de 3 ans en groupe avec elle, sur des choses qui semblent, tout à fait naturelles et qu'on redit et qu'on pèle l'oignon jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, c'est papa-maman, masculin, féminin et la réunification du tout. Mais il est sûr qu'aujourd'hui, heu en termes de plan de conscience, même sur un plan pratico-pratique, moi qui étais une fille citadine et qui voyait pas la moindre petite fleur, j'ai besoin de vivre dans la nature, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'être dans l'eau, j'ai une connexion à la nature que je n'avais pas du tout. J'ai une connexion à l'autre que je n'avais probablement pas, c'est-à-dire que dans le fait d'écrire, de faire des conférences, qu'est-ce qui m'intéresse? Écrire, oui, parce que c'est cette espèce de truc symbiotique dans lequel, je suis dans une espèce d'hypnose et où j'adore le mot. Mais en fait, le but d'écrire ou de faire des conférences, c'est pas, d'écrire ou de faire des conférences, c'est de savoir que tu es dans un partage virtuel qui est parfois réel avec l'autre et que tu amènes à cette personne, non pas un process en 10 leçons qui va lui donner la vie éternelle et le bonheur absolu, mais des pistes dont il pourra se servir à un moment, s'il le veut ou pas, et qui vont lui ouvrir un champ, de conscience autre ou pas, selon, ses propres choix. C'est-à-dire en aucun cas, moi, je ne me définis comme un gourou. Ça m'embêterait vraiment, vraiment, mais plutôt comme une passeuse et le fait de partager donne un sens à ma vie, comme le fait d'être mère a donné un sens à ma vie. C'est-à-dire que tu transmets la vie. Tu es dans cette transmission et cette transmission, c'est celle qu'on regardera le jour de notre dernier jour. Mmh. OK. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais t'amener, peut-être on t'a déjà demandé ça ou on t'a déjà dit ça, mais, hem, je me dis que le fait de raconter ton histoire, d'une certaine manière, ça peut avoir comme conséquence de t'enfermer dedans aussi. Et je me disais: «Qu'est-ce qui se passerait si tu étais, Nadalette d'après cet épisode-là?» Je m'explique, Mmh. où tu dirais autre chose. Alors attention, entends-moi bien, c'est pas que Ah je non, n'apprécie pas ce que tu as dit, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens où je de l'ai l'ouverture. remarqué, oui, je l'ai remarqué avec des gens qui témoignent de choses difficiles, bah, à force de témoigner, ils racontent toujours Ils leur s'enferment dedans. fois. Voilà. Et qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Alors déjà, ça évolue. C'est-à-dire que la Nadalette du TEDx, elle disait un certain nombre de choses. La Nadalette qui aujourd'hui fait des conférences sur la résilience, elle en dit d'autres. C'est-à-dire que le discours évolue. Parce que ma maturité évolue, parce que j'ai rencontré d'autres éléments, parce que, j'ai d'autres expériences de vie et cetera. Par contre, c'est vrai que une des raisons pour lesquelles je ne veux pas intervenir directement sur le handicap, tout en étant parfaitement consciente que je suis handicapée, hein, à 80, c'est que je n'ai pas envie d'en faire ne le prenons non aussi, ça pourrait blesser des gens ce que je dis, mais ne je c'est pas un fonds de commerce. Parce que si c'est un fonds de commerce, je vais rester là-dedans. Mmh En mh. effet, je suis d'accord avec toi. Donc, l'évolution de l'épreuve vers la résilience, c'est de dire, «Oui, bah, j'ai eu un type d'épreuve et pourtant j'en ai eu d'autres, mais maintenant c'est applicable, cette ouverture, cette création de valeurs et de nouvelles opportunités est applicable à n'importe qui, sur n'importe quoi». C'est bien ce que j'essaie de dire là et il se trouve que dans ce que j'écris ou ce que je vais écrire, je vais vraiment changer, je vais pas tu sais, souvent on se dit que les conférenciers et les écrivains ont fait un bouquin, un seul et qu'ils le répètent. Ta 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 ta. C'est les feel good, les bouquins feel good, ils ont une recette magique qui, donne de l'air à tout le monde et ils répètent cette recette et les gens sont beaux, ils sont gentils à la fin, les mauvais
perdent et les bons triomphent, c'est chouette. Ça, c'est un enfermement. Je vais essayer là de passer sur un livre qui est écrit et pas écrit, et dont je veux pas tout révéler non plus parce que sinon je vais me couper de ce que je sens monter, qui est beaucoup plus, heu, sur, quelle est ma vérité? Quelle est la vérité? Et s'il y avait plusieurs vérités? Et si rien n'était si figé? Donc l'ouverture, le non-jugement ou le jugement, certes, mais savoir que mon jugement n'a pas parole d'évangile, et qu'il est, un reflet, d'une humeur, qu'il est un reflet, d'une rencontre, il est un reflet de plein de choses, injonctions, et tout ça, et je voudrais travailler là-dessus, sur, où est le véritable moi? Mmh. Qu'est-ce qui me constitue? En quoi, une épreuve qui est effroyable, autre que celle que j'ai pu passer, peut m'avoir amené à autre chose, à une autre vision du monde. Et comment, quelle est l'importance de se respecter vraiment, de choisir sa vie, de quels qu'en soient les risques. Alors Y a-t-il en parlant de risques justement et si c'est pas ceux que tu voulais évoquer, tu pourrais le reprendre. Est-ce que, ça a chamboulé les choses pour ton environnement, tes propres changements? Est-ce que ça oui, les a amenés à oui. bouger? Oui? Oui, forcément. C'est pas un sujet que j'aborde facilement pour une simple raison que tu comprendras bien, c'est qu'à partir du moment où je parle de mon environnement, et si je ne n'apporte pas, une autre vision ou d'autres, ou si je ne sors pas de l'environnement direct, je parle, de gens qui me sont proches et c'est pas à moi de parler d'eux. Mmh. Je considère, pour être, totalement direct, qu'en ce qui concerne mes enfants, c'est déjà gênant d'avoir une mère qui est un personnage public, Mmh. pour elles. Ça les impacte, mais ça, c'est ma liberté d'être. J'ai évoqué leur réaction de jeunes adultes à mon ac dans mon livre pour mon accident. Je leur ai écrit d'ailleurs, tu étais là, au Zénith, une lettre en leur disant: «Regarde qui je suis», mais je sais pas forcément, elles ont pas forcément envie de le voir. Elles ont pas forcément envie de l'entendre. Elles ont certainement pas envie d'entendre leur mère parler du jugement de leur mère sur leur, expérimentation ou leur relation. Donc en effet, oui, indéniablement, ça a bouleversé, de toute façon, à partir du moment où c'est la théorie des dominos, à partir du moment où un domino bouge, tout bouge. Donc, ça a bougé, ma place dans le monde économique, ça a bougé ma place dans le monde amical. J'ai perdu beaucoup d'amis et je ne leur en veux pas. Ils n'avaient pas envie d'être en relation avec cette femme-là, cette femme handicapée. Cette femme ni d'ailleurs plus avec cette femme qui remontait sur scène. Mmh. Parce qu'il faut voir que pour des gens, on pouvait avoir de la pitié pour quelqu'un qui avait été blessé et qui était à terre, mais alors franchement, c'est fatigant. On lui donne toute notre compassion et cetera, et elle se redresse et on la retrouve sur la scène de Mogador. Ça le fait pas ça, hein, ça gêne. Donc elle pourrait être handicapée et se taire. On pourrait la mettre tranquillement entre la télé et une plante verte. J'ai déjà le bouquet, heu et elle pourrait ne pas nous enquiquiner à parler et à dire que, elle est encore capable et que non, il y en a marre notamment de l'agisme, et que l'agisme, c'est pas simplement les femmes de plus de 50 ans, mais il y a celles de plus de 60 ans, de bientôt 70 ans, de 80 ans, et qu'on n'est pas, parce qu'on a un certain âge ou un âge certain, bonne à mettre à la poubelle ou à ranger dans un petit coin, et on aurait en plus à dire merci. Donc il y a plein de gens autour de moi, par le fait que je sois en permanence en transformation et que je me retrouve, des sujets,
de révolte enfin, moi, je pense que je suis dans une crise d'adolescence attardée, là. Je me retrouve dans la même situation de révolte que je pouvais avoir entre 13 et 16 ans. C'est-à-dire que je ne supporte plus l'exclusion, quelle qu'elle soit, Mmh. quelle qu'elle soit. Donc bah, je pars en flamme et en partant en flamme, les gens qui sont trop tièdes ou les gens qui sont trop réservés, même pas trop, plus réservés ou plus tièdes ou qui ont moins envie de passion ou qui ont des avis différents et que ça insupporte et bah, oui, je les perds et c'est le fait de bouger en effet, de bouger de situation, de dire à certaines personnes: «Beh, oui, on a passé un an ensemble, mais moi, bah, je suis désolée, on n'a plus rien à se dire. Je me retrouve pas avec vous, j'ai pas de ce que vous avez envie de vivre, c'est pas ce que j'ai envie de vivre. Au Mmh. revoir. Restons bons amis, mais au revoir». Et c'est dans les 2 sens et j'admets que les gens me disent: «Écoute, non franchement, on n'a vraiment plus envie de t'entendre. Tais-toi, disparais». Ne m'écoutez pas. Et moi, Mmh. je à ce pour certaines expériences de vie que je considère comme nuisibles et dévastatrices ou simplement non reboratrices, c'est-à-dire qu'elles ne me nourrissent pas et à la limite, elles me pompent, et ben, ciao. Alors qu'avant, j'aurais considéré que l'amitié était quelque chose d'éternel, que je me devais de rester agréable, poli, je suis toujours polie, mais agréable, souriante et ou servante ou servile, je ne sais pas. Mmh. Alors justement, tu as parlé de ça au début, tu en reparles maintenant. Ce que j'entends, c'est que tu as eu envie de te départir d'être, servante d'eux. Mmh, Est-ce que tu penses que tu es au service de quelque chose? tout à fait. Et de quoi? Je suis au service du sens de la vie, ce que je suis au service de ce que je peux amener de bon. Je suis au service, du travail que je fais sur moi, pour ne pas me laisser envahir par le négatif, par, la tristesse ou par, quelque chose de trop lourd, parce que je n'ai pas envie de contaminer, mon entourage et surtout que j'ai envie d'apporter de la joie. Donc ça, c'est un service à l'autre. Le service, c'est quand en effet je vais, discuter avec quelqu'un que je connais pas. L'autre jour, c'est une forme de service, mais j'ai une jeune Canadienne qui m'appelle, qu'elle était en train de faire un petit mémoire, je pense qu'elle était en l'équivalent d'une terminale à Montréal et elle me dit: «Voilà, j'aime» comment elle est tombée dessus: «J'aime votre TEDx, j'aime ce que vous défendez, j'aurais besoin de vous interviewer». Bon, si tu veux, c'est pas Paris Match, hein, globalement. Mais c'était un bonheur, de dire oui à cette gamine, de passer une soirée assez improbable, heu, en Zoom avec elle. Elle était très mignonne, elle a complètement loupé l'interview parce qu'elle a oublié d'appuyer sur le bouton on. Bon, OK. Et voilà et ça, c'est la vie, tu vois? C'est l'espèce de fulgurance de la vie et ça, oui, je suis au service de cette vie-là. Mmh. Je suis au service de ce que je connais pas, de ce qui peut arriver, de l'ouverture, heu je sais pas de quoi demain, ce qui va se passer demain, je ne sais pas. Mais toujours est-il que le jour où j'ai accepté de marcher, moi qui avais peur de l'eau, de marcher dans la mer et de vaincre ma peur, j'ai découvert le longe-côte et le longe-côte, c'est marcher dans l'eau, avec une combinaison en plein hiver parce que tu connais nos températures atlantiques. 3 fois par semaine, je marche dans Mmh. l'eau jusqu'à la taille. Et tu m'aurais dit ça il y a quelques années, j'aurais dit: «Mais même pas en rêve. Moi, si tu veux Tahiti éventuellement, oui, mais pas trop longtemps et la combi, c'est un truc de sportif, oublié. L'Atlantique, c'est trop dangereux et j'aime pas l'eau». Alors au départ, oui, au départ, quand j'ai essayé ça pour me rééduquer, je peux te dire que je hurlais dans l'eau. Parce que j'avais tellement peur des courants, des vagues, des trucs, que mes jambes me lâchent et de m'effondrer. Bon, j'ai quand même une ceinture de survie et je suis avec quelqu'un, hein, je vous rassure, je ne suis pas complètement inconsciente.
Mais maintenant que j'ai dominé ma peur, que j'ai appris à connaître les courants, que j'ai appris à prendre la vague, tout en restant le pied aussi fermement que possible sur le sol, parce que je peux pas nager. Mmh. Si je nage comme ça avec tout ce que j'ai dans le dos, je tombe et même chose et je peux pas me relever dans l'autre sens, donc c'est pas possible. Mais de marcher dans l'eau me nettoie la tête, qui en a bien besoin par moment, me nettoie le corps et muscle les 50 de muscles qui restent sur mes jambes et donc c'est ces 50 qui me tiennent debout et la chose miraculeuse, c'est que maintenant, quand j'arrive dans l'eau, alors j'arrive avec une canne, la main de mon coach, un truc, machin, quand j'ai de l'eau jusqu'à la taille, je rebalance la canne, je lui renvoie sa main dans sa poche et j'avance toute seule parce que l'eau me porte et je retrouve les sensations que je pouvais avoir quand j'étais côte normale, si j'ai jamais été normale. Mmh. Et mais voilà, c'est ça ouvrir, c'est ouvrir à l'inconnu. Alors, ce que je vais te proposer maintenant, c'est peut-être de alors ça ne veut pas dire que ça sera forcément des choses nouvelles, non, on ne sait pas, on va voir ce que tu Mmh. auras envie de dire. Qu'est-ce que tu aurais comme, message clé que tu aurais envie de partager? Donc tu peux prendre une petite minute si tu veux pour. Alors moi j'ai un message, hein, mais vraiment et je fais pas preuve d'originalité, mais j'y crois tellement fort que c'est toujours celui-là que que je que je donne, c'est de dire: «Écoutez, c'est bien gentil, mais le passé est le passé et vous n'allez pas le refaire, il est derrière. L'avenir, on n'en sait rien. Alors, si vous viviez simplement content ici et maintenant, il n'y a Mmh. rien de plus important. C'est de profiter de l'instant. Parce qu'on est dans une situation où on t'a tellement dit que tu étais trop jeune ou trop vieux, que tu penses que attends, moi, on m'a dit pendant des années que j'étais trop jeune et puis à un moment, ils m'ont dit: «Ah bah non, votre ticket n'est plus valable». Mais ni l'un ni l'autre, mon gars. Les 2 sont faux. À 20 ans, j'étais capable de trucs fabuleux. À 69, je suis capable de trucs géants et c'est pas ceux sur lesquels on m'attend. Mmh. N'empêche que cet instant présent dont tu parles maintenant, ça a dû quand même être des instants présents difficiles quand tu étais dans le moment de l'hôpital et autres. C'est-à-dire que cette dégustation-là, tu l'avais sans doute pas à l'identique? Non, non, je l'avais pas à l'identique, mais ça a commencé par de petites choses. Bon, j'ai fait une crise de panique à un moment où je me suis rendu compte que j'étais bien dans la merde et que j'allais pas m'en sortir comme ça, hein. Ils sont tous arrivés avec, des petites picousses, des petits bonbons acidulés et cetera et je leur ai dit: «Mais vous carrez vos antidépresseurs» et le psychiatre de l'hôpital qui était un mec assez sympa, il dit: «Non, c'est pas la peine de lui refiler, elle va se démerder» et je me suis fait de l'auto-hypnose, j'ai écouté, Deepak Chopra, j'ai pleuré, j'ai râlé, heu j'ai été en dépression, j'ai tas de trucs. Mais à un moment, un soir, j'ai vu que le marronnier de cette chambre d'hôpital avait des feuilles en or, parce que c'était l'automne, rien de plus normal et j'ai trouvé ça beau. Mmh. À un moment, j'ai écouté une musique qui m'a plu. Puis peu à peu, j'ai réussi à retrouver, tu sais, comme dans un dessin pointilliste, un peu plus de ces trucs-là. Et de même qu'aujourd'hui, bon, bah, il y a beaucoup de choses qui me plaisent et j'ai des moments de flip total. Mmh. Hier soir, pour de multiples raisons qui n'ont pas tellement d'intérêt d'ailleurs, heu, je pleurais pendant, 3 heures, parce que j'avais un chagrin énorme de quelque chose et oui, bah, c'est une réalité. Sauf que, bah, tu me vois aujourd'hui, je suis pas effondrée. Mmh mh. Donc si tu veux, je lisse quelque part, ces crises qui existent, parce que c'est pas marrant d'être handicapé, parce que je préférerais aller, après cette interview, prendre un café dans le centre de l'Aiguillon à pied et que ou je peux y aller avec un scoot de handicapé et que ça me fait pas marrer ou je peux pas y aller. Donc il y a des trade-off, mais en même temps, regarde, il fait beau, on s'est pas vu depuis, 4 ans, voilà, il y a plein de choses que j'aurais pas ressenti le bonheur, de la même façon et j'ai cette capacité de me dire: «Attends, mais OK, bon, ben, pleure un coup, mais regarde aussi, alors je le fais pas toujours, mais fais le truc, j'essaie de temps en temps le soir de me dire: «Bon,
Gratitude, mais pourquoi aujourd'hui? Rappelle-toi. Rappelle-toi ce qui s'est passé aujourd'hui de très bien. Parce que oui, j'avais, non-gratitude pour pas mal de choses qui s'étaient passées ces derniers jours. Mais il y avait aussi des belles choses. Alors Mmh. essayer, de les garder et parce que tu as cet état d'esprit par moment, tu entraînes les autres. Ce que j'entends de la présence que tu as à ce moment présent, c'est que ça mobilise une très belle force. Alors ça pourrait être comme un cercle, peut-être que c'est la force qui te permet de déguster le présent, et dans Mmh. les 2 sens, mais j'entends ça. J'entends que, peut-être ton physique t'a amené à être un moment abattu, et j'entends surtout combien tu es redressée. Mmh. Donc tu es une belle femme debout. Après, tout dépend des critères des femmes debout, mais je pense que c'est cette colonne vertébrale de la qualité d'être qui est essentielle. Ce matin, je lisais sur Instagram, j'ai une amie qui est partie en Corée et au Japon et elle parlait de l'irréductible liberté de bouger des êtres debout. Et je me suis demandé si je lui filais une baffe. Et j'ai fouillé un petit mot en lui disant, de temps en temps, je m'interroge et je me suis marrée. Mais c'est vrai que, ce serait formidable d'être totalement debout. Mais déjà mentalement et moralement et spirituellement, je suis debout. C'est ce que je veux dire, Mmh. c'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement des gens qui ont bien des belles jambes, qui marchent dans tous les sens et qui courent, et qui peuvent s'effondrer intérieurement très Oui, vite. tout à fait. Et voilà, là, il me semble que c'est, enfin, en tout cas, il y a une correspondance entre le présent et la force et oui, la puissance d'être debout, et je pense que ça, c'est très inspirant, comment chacun Mmh. peut trouver sa place, identifier ses recettes de résilience, comment est-ce qu'il ou elle peut être debout. Je pense que c'est des vraies Et questions à surtout se de poser. passer des zones d'ombre, Mmh. parce qu'il faut les vivre. Et ce que j'entends que tu dis, alors à part le fait de les subir, parce que comme tu dis, Mmh. tu étais dans des conditions qui ne te permettaient pas de partir, parce que souvent Non. quand on a des pieds et qu'on a d'autres types Ah oui, ça de change, problèmes, hein. on prend un avion ou un Mmh. bateau selon les transports, ou ses pieds, et on s'en va, Ouais. supposant qu'un ailleurs très lointain va nous, dispenser des troubles intérieurs. Bah, pas du tout. Donc là, ce qui est difficile dans ce que tu as pu traverser, c'est que, hem, tu peux pas bouger de l'état qui t'a été proposé pendant X temps. Je Donc peux la pas le rencontre avec bouger toi. librement. C'est-à-dire que c'est une organisation. Il faut que j'ai une aide de quelqu'un, il faut que j'ai une aide, motorisée, il faut que j'ai un taxi et cetera. Tout est compliqué. Mmh mh. Mais tu as trouvé les clés, les recettes d'une mobilité intérieure, d'une souplesse intérieure, qui te permettent d'accepter, ce que tu, enfin non, pas d'accepter parce que tu l'as dit, hein, d'être pleinement présente à ce qui t'est proposé, ce qui n'est pas la même Ouais. chose. Mmh. Et si j'étais en colère et en chagrin hier, bah, c'est qu'il fallait que je vive aussi cette colère et ce chagrin heu, parce qu'il faut que je fasse quelque chose et que je ne sais pas encore comment faire tant que je ne serai pas passée par là. Mmh. Et je pense que c'est cette dégustation, au sens vraiment de manger ce qui nous est proposé, qui va conduire à ce que tu es en train d'écrire là sur, là où l'est Voilà. vérité. Il y a quelque chose Mmh. qui a une profondeur, une chair tellement plus grande, que ça rend le propos, l'écriture, beaucoup plus intéressante. Ah bah, ce qui est amusant, c'est que ce roman, je l'ai écrit il y a en 2020, je crois, ou non 22, mais je sais plus très bien. 2022, je l'ai envoyé à des éditeurs qui ont dit: «Gentil, mais peut mieux faire quoi», grosso modo, mais pas mal, mais peut mieux faire. Et il se trouve que j'ai revécu à peu près ce que je disais dans ce roman, mais je l'ai revécu avec un autre niveau. Et Mmh. là, j'ai besoin enfin, ou j'ai envie de le reprendre avec un tout autre regard. Mmh. Et c'est excitant, indéniablement, de voir est-ce que ça va se traduire dans l'écriture, comment ça va se traduire, parce qu'en fait, je ne sais pas, pour toi, mais moi, l'écriture m'agit, c'est-à-dire que
Oui, oui, oui. Quand je relis Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves, qui est mon dernier bouquin, chez Très Daniel, je relis un livre qui est sorti de moi. Je sais que j'ai écrit la moindre virgule, mais je relis comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait écrit. C'est un truc de fou. Clairement, clairement et ça, c'est toute la magie et le bonheur de l'écriture. Enfin, je me permets de le Mmh. partager puisque voilà, Mmh. c'est effectivement ces surprises d'être agi par. Mmh. C'est vraiment des surprises et il y a une délectation parce qu'on rentre dans un univers quand bien même, comme tu Fatigué. l'écris, c'est autobiographique pour partie, mais il y a quelque chose qui s'ouvre, qui nous dépasse et qui est excessivement, goûteux, jouissif. Je vais revenir sur ce qu'on partageait parce que tout le monde dans notre auditoire ne sera pas forcément écrivain, mais peut-être que ça donnera des vocations. Hem, Quel serait ton mot de la fin? Quel serait ton mot de conclusion? Si tu avais quelque chose à partager en conclusion. Je dirais qu'en conclusion, on peut ou on ne peut pas arriver à s'aimer. Tel qu'on est, on peut ne pas être forcément en amitié avec soi-même ou en amour avec soi-même. C'est assez compliqué à venir ça. Ça tient à une sécurité de l'enfance, ça se tient à des relations bonnes qu'on a eues et à un certain nombre de choses. Mais en tout cas, il y a un truc qui n'est pas négociable, c'est que ne te fais pas ce que tu ferais pas à l'autre. C'est-à-dire, pétard, respecte-toi. N'accepte pas des choses qui ne sont pas bonnes pour toi, qui vont te détruire. N'accepte pas des mots que tu ne veux pas entendre, n'accepte pas des comportements que tu ne veux pas supporter, n'accepte pas une vie qui n'est pas justifiée, n'accepte pas de la violence verbale, de la violence sexuelle, de la violence physique, de la violence sociale, de la violence économique. N'accepte pas. Le droit à l'amour, ça, c'est peut-être pour une autre vie, mais le droit au respect, c'est non négociable. Eh ben, écoute, je te souhaite qu'il y ait ce droit à l'amour qui s'invite, On verra. dès ce soir et dès demain matin, parce qu'il y a pas de Je te raison tiendrai au qu'il y courant. ait pas. En tout cas, écoute, je te remercie pour ce que tu nous as, offert, et montré combien, cette densité, en fait, quand tu disais par rapport à ton ouvrage là, tu sais, tu disais voilà, l'éditeur m'a dit ou les éditeurs m'ont dit Mmh. ceci, je vais reprendre à un autre endroit. En fait, je fais le lien entre résilience et densité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose quand on est, malmené, que ça soit par une maladie, que ce soit par, n'importe quel type un deuil ou autre, enfin quelque chose qui Mmh. nous fait vraiment du mal, si on reste debout, si on se redresse, par notre résilience, il y a quelque chose de l'ordre d'une densité, quelque chose voilà, qui est plus charnu et qui en plus, s'accompagne du présent, de cette qualité de présence, qui fait toute la différence à mon avis et je pense que c'est ça qui peut être intéressant aussi pour les gens de se dire: «Mais Mmh. c'est quoi mes ressources à moi?» tu vois? Parce qu'on est quand même dans un monde du spectaculaire donc tout le monde se dit: «Bah, alors, moi je vais pas pouvoir parce que je vais quand même pas aller faire un saut en parachute et perdre, tout pour avoir Mmh. une chance de paraître je sais pas où». Donc il y a aussi cette, est-ce qu'on peut rebondir en ayant une vie, normale, ordinaire, sans qu'elle aille dans le spectaculaire ou l'extraordinaire? Voilà, c'est comment l'extraordinaire peut nous inspirer et comment on peut se regarder aussi et dire: «Et là où j'en suis avec ce que je vis, qu'est-ce qui peut aussi être inspirant? Qu'est-ce qui peut être aussi résilient? Qu'est-ce qui» voilà, tu vois? Je pense que c'est Oui, enfin, oui. La densité a beaucoup d'importance. Elle te restructure. mmh, c'est tes 50 de muscles qui se redéplient par le Mmh. courage et la volonté. Mmh. Donc, donc là, tu es à l'époque des douceurs alors peut-être? Peut-être le moment des douceurs. Je pense que c'est le moment des douceurs et que je peux m'y autoriser enfin. Mmh. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on conclue sur les douceurs et l'amour à s'offrir? Est-ce que ça irait bien pour se dire au Ça revoir? Ça irait très bien pour se dire au revoir, mais ce n'est vraiment qu'un au revoir parce que moi je t'attends à la teste de Buc. Avec grand plaisir.